Les femmes, dans la dynamique de mobilisation contre le terrorisme, à Dori, elles ont marché pour la restauration de la sécurité. Parties du rond-point Arba Diallo, elles ont remis leur message au gouvernorat. Nous y serons dans un instant par le biais de nos correspondants sur place. L'un des plus gros chantiers du ministère de la Santé, le CHR de Manga, après un retard dans le démarrage des travaux, tout avance avec une bonne mobilisation des ouvriers. Le ministre espère en une réception du bâtiment au plus tard dans le premier trimestre de 2022. Constat terrain dans ce journal. Un phénomène que l'on croyait révolu est pourtant en vogue dans la région de l'Est. Il s'agit du rapt des jeunes filles. Capatant celui de Dapoa, une jeune fille enlevée par un premier garçon, retirée ensuite par sa famille et donnée en mariage à son fiancé. Mais voilà, 3 années plus tard, elle est de nouveau enlevée par un troisième homme. La suite de l'histoire, c'est dans une poignée de minutes. Le Rwanda au secours du Mozambique dans la lutte contre les groupes armés islamistes. 1000 soldats sont envoyés en aide dans le nord du pays. Des groupes qui auraient poussé près de 700 000 habitants à fuir la région. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Face au péril sécuritaire, elles donnent de la voix en battant le pavé. Les femmes du Sahel, à l'appel de leur collectif, ont marché ce matin du 11 juillet à Dori. Parties du rond-point Arba Diallo pour le gouvernorat, elles ont remis leur message à l'autorité qui s'est engagée à le faire parvenir au chef de l'État. La marche avec Bouraima Kabré et Lazare Assanou. Il est 9h, rond-point Arba Diallo à Dori. Le collectif des femmes du Sahel sonne le rassemblement. Puis, direction du gouvernement de la région du Sahel, les femmes sont porteuses de messages. Plus d'1 mois après le massacre de Sonha, la situation sécuritaire dans notre région demeure peu rassurante malgré les discours officiels servis à perfusion. C'est pourquoi en ce jour 10 juillet 2021, nous, femmes de la région du Sahel, sommes mobilisées et debout pour exprimer à nouveau notre profonde préoccupation sur fond d'exaspération longtemps contenue. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous, femmes du Sahel, sommes à bout. Nous n'en pouvons plus et n'accepterons plus de supporter plus longtemps ces peines et souffrances qui marquent de manière horrible le vécu quotidien des populations du Sahel en général et celui de nous, les femmes en particulier. Les personnes du troisième âge étaient également de la marche. Parce qu'à cet âge-là, aujourd'hui, si je marche, c'est que c'est chaud. On demande au gouvernement de tout faire pour instaurer la sécurité au Sahel. On veut la paix, rien que la paix. La paix, la sécurité et la santé. Ce n'est pas que on défie les forces de l'ordre, non, chapeau. Je tire mon chapeau aux forces de l'ordre. Ils font ce qu'ils peuvent. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. C'est le secrétaire général de la région du Sahel qui a reçu le message des femmes. Il les a rassurées de les transmettre à qui de droit. Et l'une des conséquences de l'insécurité dans la région de l'Est est l'augmentation du prix du gaz butane, une denrée qui se fait de plus en plus rare à Diapaga. Depuis quelques mois, la bouteille de 6 kg est vendue à 4 000 francs et celle de 12 kg à 7 500. Une surenchère que le principal revendeur explique par l'insécurité et les difficultés d'approvisionnement liées à l'état de la route. Le constat avec Amandine Lalsaga. Petite bouteille là, 4 000. Grosse bouteille, 7500. C'est ce qu'il faut désormais débourser ici à Diapaga pour pouvoir recharger respectivement sa bouteille de 6 et de 12 kg. Dans ce point de vente, l'unique de la ville, les prix du gaz butane connaissent une augmentation depuis quelques mois. Nous, on paye la petite bouteille 6 kg à 3500. Mais maintenant, dans ces 2 derniers mois, on ne fait que payer la petite bouteille à 4 000 et 12 kilos à 7 500. Vraiment, c'est une situation très difficile pour nous ici à Diapaga. Ce n'est pas facile. Nous trouvons ça très cher. Au-delà de la hausse des prix, les populations sont très souvent confrontées à des pénuries de produits. La situation n'est pas simple. Souvent même il y a rupture. Ça peut atteindre 2-3 semaines, souvent 1 mois même. On ne gagne pas de gaz à Diapaga. Fois même,
On peut faire 1 mois, il n'y a pas gaz. Et quand ça vient aussi, c'est cher. Avant, c'était 6 000 francs. Donc maintenant, le prix est élevé jusqu'à 7 500. Des fois même, ça vient jusqu'à 8 000. Mais comment en est-on arrivé là? Entre insécurité dans la zone et état du tronçon Kancheri-Diapaga, plusieurs raisons sont avancées. Parce que véhicule de Sodiga est refusé, il ne vient pas à Diapaga. Donc on peut prendre véhicule de quelqu'un, aller amener gaz ici. Donc à cause de transport là, c'est cher. La situation inquiète également les autorités locales qui font face à un nombre important de déplacés internes. Quand nous avons constaté que c'était comme ça, on a dit mais écoute, c'est vraiment l'un des produits qu'il faut voir comment en tout cas disponibiliser auprès de la population. Et ça va permettre quand même de lutter contre la désertification et tout, l'usage des tonnes de charbon qu'on fait sortir, tout. Bon, c'est nécessaire vraiment, mais la réalité est là, la distance, l'insécurité. Bon, ça fait que la qualité de la voie, ça fait que vraiment le fournisseur n'est pas prêt tout le temps, en tout cas il n'est pas capable à tout moment de pouvoir nous approvisionner. Les populations, elles espèrent qu'une solution sera trouvée les jours à venir pour disponibiliser le gaz butane ici à Diapaga au même prix que sur le reste du territoire. C'est également à Diapaga que tentent de faire preuve de résilience les mairies de Logobou et Tansarga, des mairies désormais délocalisées pour assurer la continuité du service public. La ville, elle, est confrontée à un flux important de déplacés. Restons avec Amandine Lalsaga pour le développement. Nous sommes à la mairie de Logobou. Toute l'administration municipale tient dans ce bureau depuis janvier 2020. Comme celle de Tansarga, installée dans un local Athéna depuis octobre de la même année. Les deux administrations municipales ont trouvé refuge là, dans l'enceinte du Haut Commissariat de la province de la Tapoa. Elles s'investissent corps et âme pour faire vivre leur commune saccagée et incendiée par des groupes terroristes. Des individus armés qui étaient là disaient à la population qu'ils ont besoin des maires et de ces adjoints-là pour les amener de l'autre côté pour leur donner des conseils. Donc, quand on a appris ça, on a préféré se retirer d'abord de la localité. C'est pour cela, je peux dire, pour ça qu'on est là. Pratiquement toute la mairie est partie en flammes. On ne pouvait plus travailler là-bas. Donc, on était contraint de chercher une alternative. On a cherché un peu partout. Comme c'est un service public, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aller cacher. Donc, on a attrapé la tutelle qui est le Haut Commissariat. Premièrement, d'abord, on était logé dans leur salle de réunion. On a fait pratiquement 1 mois là-bas. Et vraiment, c'était pas facile parce qu'eux aussi, ils avaient des activités régaliennes, qui se tenaient dans leur salle de réunion. Donc, c'est de négociation en négociation qu'on a eu ce petit bâtiment-là. Ces différents services municipaux sont assurés par les fonctionnaires de 2 communes qui veillent à la continuité des services publics communaux en dépit de la crise sécuritaire. Et pratiquement tous les services se retrouvent ici. L'état civil, le service domanial, le service social, le secrétariat général, la comptabilité. Pratiquement tous les services de la mairie s'y trouvent. C'est compliqué, ça ne peut pas contenir tout le monde. On est contraint de sortir pour permettre à d'autres personnes de rentrer travailler. C'est très compliqué. Donc déjà, ça ralentit les services de la mairie. En plus, ça fatigue les agents parce que par moment, on est contraint de se retrouver sous les arbres pour gérer certaines situations. Notre souhait vraiment est de pouvoir repartir le plus tôt possible pour pouvoir satisfaire aux besoins de nos populations qui font plus de 80 km pour pouvoir nous rejoindre ici pour les documents élémentaires. En entendant des jours meilleurs, ces municipalités de Logobou et de Tansarga bénéficient de la solidarité de la commune de Diapaga. Pour l'instant, en tout cas, tout se passe bien puisqu'on est quand même ensemble il y a quelques temps. Donc, on s'accompagne mutuellement sur presque tous les niveaux, la communication, tout ce qu'il y a, échange, matériel, tout ce qu'on peut échanger. Bon, je crois que, en tout cas, on essaie de vivre puisqu'on est dans une même famille maintenant. Espérons que la situation va changer et que, tout va rentrer dans l'ordre.
Ce soutien de la commune de Diapaga va au-delà de l'appui apporté aux exécutifs communaux de Tansarga et de Logobo. La ville est confrontée au flux de réfugiés venus des deux communes. À Manga, le tout nouveau centre hospitalier régional est en chantier. Le ministre de la Santé y a fait un tour ce 10 juillet pour un constat de l'évolution des travaux. Ces derniers, malgré le retard dans le démarrage, devraient être réceptionnés dans le premier trimestre de l'année 2022. Sur le chantier et sur les traces du ministre Charlemagne Ouedraogo, nos reporters Issa Kafando et Vincent Kendrobego. Le centre hospitalier régional de Manga en pleine construction. Samedi matin, le ministre de la Santé fait le tour du chantier. Sur le site qui accueille l'importante infrastructure hospitalière, les ouvriers s'activent. Les bâtiments poussent, la voirie interne sont déjà tracées et les différentes canalisations réalisées pour l'évacuation des eaux pluviales. Il s'agit là d'un CHR universitaire dont tous les compartiments sont mis en chantier. Les travaux ont accusé un retard dans leur démarrage. Et le professeur Charlemagne Ouedraogo est là pour s'assurer du bon déroulement et donner de l'entrain à ces travaux. Nous allons de ce pas aller échanger avec les différents détenteurs d'enjeux, toutes les parties prenantes, les entreprises, les architectes et aussi le gouverneur pour faire le point de l'état d'avancement et redéfinir une nouvelle feuille de route afin que nous puissions faire un suivi assez rapproché pour que le retard qui a été accusé en raison de la pandémie Covid, qui n'a pas permis à tout le monde de travailler, de pouvoir donc rattraper le retard et parvenir donc à un CHR qui sera inauguré dans un délai assez proche. 14 milliards de francs CFA seront investis dans ce chantier et le ministre de la Santé souhaite que le CHR soit prêt pour inauguration d'ici à mars 2022. D'une pierre deux coups, Charlemagne Ouedraogo profite de l'occasion pour échanger avec le personnel de santé de la région du Centre-Sud. Occasion également pour ce personnel de poser leurs doléances à leur ministre de tutelle. Nous avons donné des informations en ce qui concerne des solutions en rapport avec la mise à leur disposition de logistique roulante, notamment de véhicules, pour leur permettre donc de faire des supervisions et des déplacements. Et nous allons effectuer cela la semaine prochaine. Des CHR universitaires dans toutes les régions, c'est ce que projette le département de la santé. Et le chef de département multiplie ses contacts pour de meilleurs soins de santé partout au Burkina Faso. La boucle du Mouhoun se dote d'un schéma d'aménagement et de développement durable du territoire. Il s'agit d'un instrument de planification spatiale qui fixe les grandes orientations de développement sur une période de 25 à 30 ans. Les acteurs commis à cette tâche se sont retrouvés ce 8 juillet à Dédougou. Les détails des travaux avec Edouard Ouedraogo et Draman Asso. Renforcer les capacités des acteurs locaux sur les démarches méthodologiques d'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire, c'est ce qui réunit ces participants dans la cité de Bankui. Après l'acquisition de connaissances sur l'élaboration du document, ces participants vont travailler à orienter le développement de la région sur une durée de 2 à 3 décennies. Toutes les grandes infrastructures structurantes qui seront réalisées seront spatialisées de telle sorte que ça ne soit pas une intervention ponctuelle, mais que ça soit une intervention très planifiée. Pour réussir cette planification du développement, les autorités régionales s'engagent à travailler main dans la main. Qui parle de prospective, de développement, il faut que tout cela soit cohérent et qu'on crée réellement un cadre propice au développement pour un souci vraiment d'améliorer de façon durable les conditions socio-économiques, en tout cas de nos populations. C'est le lieu pour nous de leur demander de s'approprier vraiment le contenu de la formation qui va leur être dispensée, parce que chacun devra à son niveau mettre du sien pour la bonne marche de la collectivité région. Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire se fait en 3 phases. Une phase préparatoire et de démarrage, une phase d'élaboration et enfin une phase d'adoption. Après le rendez-vous manqué de 2020 dû à la maladie à coronavirus, la région de la boucle du Moun entame à travers cette session de formation la phase préparatoire et de démarrage.
Pour les marchés publics, il faudra désormais compter avec la Confédération nationale de l'économie informelle, une nouvelle fêtière à laquelle seraient affiliées près de 15 000 associations. Forte de 41 membres, elle a à sa tête Aboubakar Kwanda, l'Assemblée générale constitutive avec Salif Belem et Draman Guéné. La Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle du Burkina est portée ici à Ouagadougou sur les fonds baptismaux. Environ 15 000 associations sont affiliées à cette fêtière, selon son tout nouveau et premier président Aboubakar Kwanda. Un bureau exécutif de 41 membres avec de gros défis. Nous sommes venus aujourd'hui pour défendre les intérêts moraux et financiers des acteurs de l'économie informelle, pour les aider à se formaliser et pour leur faire des ouvertures pour l'accès à des marchés publics. Qu'on se mette ensemble. L'union fait la force. Que ce soit l'économie informelle, que ce soit, on est tous dans le milieu, qu'on s'entend mettre la main dans la main ensemble pour booster, un soit peu, les acteurs de l'économie informelle pour qu'ils puissent aller de l'avant. Pour qu'on puisse nous ensemble, quand on parle le même langage, les autorités nous écoutent et ils vont vraiment savoir que nous sommes sérieux, ils vont nous pousser. 11 régions sur 13 sont représentées à cette Assemblée générale constitutive de la Confédération nationale des acteurs de l'économie informelle du Burkina, selon les organisateurs, chacune avec ses attentes. Et nous attendons que les acteurs de l'économie puissent aider les femmes pour avoir le financement même. Il faut des choses et des garanties. Donc pour une femme avec garantie de maison, c'est difficile. Mais si on pouvait alléger de ce côté pour que les femmes puissent bénéficier des crédits pour pouvoir augmenter leur commerce. Ce que je souhaite, c'est que ce soit plus, comme je viens de le dire, une structure de plus. Le bureau dirigé par Aboubakar Kwanda dit se mettre immédiatement au travail avec un calendrier précis de mise en place des 13 bureaux régionaux à travers le pays. L'assurance agricole expliquée aux producteurs de la boucle du Mouhoun. Les acteurs en charge de la mise en œuvre ont rencontré ce 9 juillet les producteurs de maïs. L'atelier d'appropriation a permis de mettre l'accent sur les procédures d'inscription et les dédommagements en cas de baisse de récolte. Yves Rwamba et Dramanso. Les aléas climatiques tels que le déficit pluviométrique, les inondations et les poches de sécheresse sont les causes de baisse de rendement agricole. L'État et ses partenaires, à travers le ministère en charge de l'agriculture, viennent en aide au monde agricole à travers le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires, avec un volet assurance agricole. Réunis ici à Dédougou, ces producteurs de maïs reçoivent des informations sur le projet. Ce n'est pas la première fois qu'on le commercialise dans la région, ça fait la 10e année. Cette année encore, on passe pour leur expliquer comment ils peuvent faire les souscriptions. Et la prime également est à tel niveau, il faut le signaler, c'est subventionné par l'État. La prime est de 12 000 francs en gros, et subventionné à 50%, il paye 6 000 francs. Et l'indemnisation maximale en cas donc de perte totale de leur rendement peut aller jusqu'à 130 000 francs à l'hectare. Selon le chargé du projet, l'année dernière, plus de 500 hectares de maïs ont été assurés par 369 producteurs dans les régions pilotes que sont le centre-ouest, l'est et la boucle du Moun. Parmi eux, 107 producteurs ont reçu des indemnisations à hauteur de 5 millions de francs CFA. Chacun a eu 31 500 par hectare. Donc moi j'ai eu dans mes 10 hectares là 302 000 et quelques. Le projet de gestion des risques agricoles et alimentaires a démarré en 2019 et s'achève en 2023 avec l'assurance agricole du maïs comme phase pilote pour les 3 premières années. Et pour ces 13 autres coordonnateurs régionaux de producteurs de Mongbin, il s'agit de faire le bilan de la campagne écoulée et proposer des contrats d'objectifs afin de sécuriser la filière. Et tout ceci passera par une méthode commune de travail. Ils ont, de ce fait, décidé de fixer le prix du kilogramme de la légumineuse à 300 francs au lieu de 250, et cela à Borchamp. C'était au cours de l'Assemblée générale de l'association Burkimbi Bara, tenue ce 10 juillet à Ouagadougou. Roger Kam et Olopota. Les nouvelles sont bonnes du côté de la production de Mongbin au Burkina Faso. Pour cette campagne humide 2021-2022, l'association Burkimbi Bara vise un objectif de 5000 tonnes de Mongbin. D'un commun accord avec ses coordonnateurs régionaux, le bureau de l'association fixe le prix d'achat de la production à 300 francs CFA le kilogramme pour cette année.
Et le Mongbin cette année sera acheté bord champ à 300 francs, ce qui était à 250 francs bord champ. À Ouagadougou, nous allons l'acheter à 350 pour nos responsables. Pas de souci également pour le paiement. De potentiels acheteurs sont prêts pour enlever les productions dès début octobre, rassurent les responsables de l'association qui voient au Mougbine une nouvelle filière à haute potentialité qui va révolutionner l'agriculture burkinabé. Et pour garantir plus de sécurité et de facilité aux producteurs, il est préconisé cette année des contrats d'objectifs. Avec nos producteurs, et la base de contrat aussi avec nos représentants au niveau province et au niveau région pour que le Mongbin soit sécurisé pour la consommation au niveau du Burkina Faso. Il est très demandé à l'étranger, cela prouve que c'est un bon aliment. Et c'est pour cela justement nous on doit travailler à sécuriser pour que ce soit consommé au Burkina Faso. Nous devons produire et consommer burkinabé. La culture du Mougbine se porte bien et a de l'avenir devant elle, foi du président de l'association Burkinabé Bara, qui se réjouit du fait que cette légumineuse aux multiples vertus soit inscrite dans le registre des semences du Burkina Faso. Un combat réussi qui doit se poursuivre avec l'instauration effective du Mougbine au niveau des cantines scolaires, des garnisons et des établissements hôteliers. C'est à ce prix que le Burkina Faso arrivera, selon lui, à lutter contre la faim. On en vient au dossier de cette édition, le rapt des filles dans la région de l'Est. Pour ce faire, c'est à Bogandé que nous nous rendons dans la province de la Nyanya. Le phénomène y prend de l'ampleur. L'histoire qui retient notre attention ce soir est celle d'une jeune fille dénommée Dapoa. Enlevée par un premier garçon, elle est retirée par ses parents puis donnée en mariage à son fiancé. Mais elle sera une fois de plus enlevée par un troisième homme. Une histoire qui a failli être cause d'affrontement dans son village de Nendangou. La jeune fille est aujourd'hui confiée à une famille d'accueil sur instruction de la justice. Amidou Lankwandé et Jérôme Tendano reviennent sur cette histoire. Des larmes en réponse à toutes nos questions. Dapoa Tendano est enlevée pour la première fois par un jeune d'un village voisin. Elle est retirée et donnée en mariage dans la foulée à son fiancé qui a cultivé le champ de son papa 3 années durant. 3 mois après, elle est de nouveau enlevée, cette fois-ci par un jeune de son village Nindango. L'affaire prend une autre tournure. La jeune fille assiste même à l'un des 2 affrontements sanglants entre 2 camps qui se la disputent. L'intervention de l'action sociale appuyée par la gendarmerie de Bogandé évite le pire au village, mais Dapoa vit aujourd'hui avec les stigmates de ce feuilleton à rebondissement. Quand elle pense à sa famille, elle est triste. Nous essayons de la consoler. De nos jours, un parent qui décide de donner sa fille en mariage sans son consentement va connaître la honte. La fille aussi finalement. Elle a eu à me dire que non, qu'elle est trop jeune pour que les gens se tuent à cause d'elle. À cause d'elle, en fait, de groupes se sont formés pour s'affronter. Elle est trop angoissée. Donc, pour elle-même, il y a une sanction parentale ou bien familiale même qui l'attend. La justice est saisie. C'est d'ailleurs elle qui ordonne le placement de la jeune fille dans une famille d'accueil. Bien que conscients de la complexité du dossier de leur fille, les parents de Dapoa espèrent qu'elle finira par rejoindre son fiancé à qui il se voit redevable. C'est vrai que cette situation nous dépasse maintenant. Sinon, pour nous, Dapoa demeure la femme de celui qui a cultivé pour nous. Il a aussi apporté la dot. Le dossier Dapoa est loin d'être un cas isolé dans la province de la Nyanya. Le phénomène de rapt des filles connaît même une certaine résurgence ces dernières années. Il faut dire que pour l'année 2019, nous avons enregistré 34 cas de rapt. Et pour l'année 2020, nous étions à 50 cas de rapt. Et pour ce semestre 2021, nous sommes déjà à 23 cas. Les élèves même sont en tout cas victimes de rapt, même des filles même du primaire. La province de la Nyanya ne dispose que de 2 familles d'accueil accréditées par le ministère en charge de la famille pour héberger des filles en situation de rapt. Des leaders communautaires sont souvent sollicités pour pallier le manque d'un centre d'accueil. Agir-utile en meublant au mieux son temps pour ces jeunes originaires des régions de l'Est, du centre-nord et du nord.
Au nombre de 60, ils vont bénéficier d'un encadrement en comportement citoyen et d'une formation en entrepreneuriat. C'est à la faveur des 6e universités citoyennes de l'association Monde Rural. La rencontre se tient à Goursi, dans le Zandoma, et le compte-rendu est signé Boukari Boudraogo et Alidou Alain Sawadogo. L'auto-emploi des jeunes et le leadership sont les rêves de Marceline Nana. Élève en classe de première dans les Passorés, la jeune fille veut s'aventurer dans l'entrepreneuriat pour être un modèle et vecteur d'une jeunesse épanouie pour sa génération. Pour y arriver, Marceline prend part aux universités citoyennes de l'association Monde Rural AMR. Pendant ces 30 jours, on a prévu de faire des travaux théoriques et pratiques. Pour les autres, sûrement, je pense qu'en retour, nous pourrons être leurs leaders. Essayer de les expliquer comment affronter la vie. Comme Marceline, ils sont au total 60 jeunes venus des régions de l'Est, du Centre-Nord et du Nord, prendre part à cette édition des universités citoyennes de l'AMR. Nous allons justement faire prendre dans un premier temps conscience à ces jeunes et leur rôle, leur place dans la société et les enjeux du moment. Alors, dès que ces jeunes auront pris cette conscience du rôle qu'ils doivent jouer et de la place qu'ils occupent, je pense que c'est eux-mêmes qui vont justement dicter les voies à suivre. Alors, AMR a déjà un ensemble de modules que nous allons développer, mais au-delà de ces enseignements théoriques-là, nous allons faire ce qu'on appelle la pratique. Alors, de telle sorte que le jeune qui a participé à cette citoyenne-là soit autonome. Les universités citoyennes sont une initiative de l'AMR pour éduquer la jeunesse à la citoyenneté par la culture de la paix. Elles sont soutenues par l'ONG Diaconia. Nous parlons mode à présent avec la valorisation du prêt-à-porter Made in Burkina. Vous l'aurez compris, c'est la promotion de l'étoffe du Faso d'Anfani. À l'honneur lors de la soirée podium du CITA, le créateur de mode Prince Desuiti. La soirée s'est tenue ce 10 juillet et nous le voyons en image avec Rasmane Zoundi et Maxime Zongo. Rendre hommage aux acteurs du textile et faire valoir le savoir-faire des stylistes burkinabés, voilà ce qui réunit les acteurs du Salon international du textile africain CITA. Un salon qui est également un cadre de rencontre entre les concepteurs et les consommateurs du beau et du bien. Nous avons initié cette tribune-là pour effectivement valoriser les produits locaux. Nos stylistes, ils font du bon boulot, c'est de la qualité, c'est une grande chaîne de production, depuis le champ de coton à la filature et la teinture et aussi à la création même des tenues. L'honneur revient à Prince Desuiti, de son vrai nom, Marcel Ouedraogo, de présenter sa collection faite en Faso d'Anfani. La marque a été créée en 2001, accompagnée en 2005 par sa première collection. C'est un métier que j'ai appris quand j'étais en classe de primaire. Donc aujourd'hui, je peux être fier que la marque s'exporte partout dans le monde. Notre pays a là, à travers le Faso d'Anfani, un excellent moyen d'améliorer sa capacité productive, de renforcer je dirais, son tissu économique, la création d'emplois au profit des femmes et des jeunes. La soirée Podium CITA se tiendra chaque week-end et cela jusqu'en septembre prochain. Le prix d'entrée est conditionné par une tenue achetée du styliste du jour. La soirée s'est d'ailleurs achevée par une exposition-vente des tenues du créateur de mode. Les travailleurs du public et du privé sont réunis à Bobo-Dioulasso pour une journée d'information et de sensibilisation sur la protection sociale. À l'initiative du réseau Inspire, la journée permettra de donner toutes les informations sur la Convention 102 de l'OIT. La démarche servira de plaidoyer auprès de l'État pour la ratification de la Convention. Betty Bienaon et Ismaël Saturnin Paré. Travailleurs du secteur public, du privé et de l'informel pour certains, acteurs du monde rural pour d'autres, ils renforcent ici leur capacité sur la protection sociale.
Une séance d'information et de sensibilisation initiée par le réseau Inspire Burkina, qui entend donner tous les détails sur la réglementation en matière de protection sociale. Près de 80 à 90% de la population ne jouit pas de leurs droits en matière de protection sociale. Le réseau s'est constitué pour faire en sorte que ce soit les personnes fonctionnaires, que ce soit les gens de l'économie informelle, que ce soit les populations, les organisations paysannes, que ce soit ceux-là qui n'ont pas de revenus, qui puissent jouir de leurs droits en matière de protection sociale. À cette journée, les participants reçoivent 4 communications en droite ligne avec la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail, portant sur la protection sociale du travailleur. Cette convention n'est pas encore ratifiée par notre pays, alors que c'est une convention qui date de plusieurs années. Le réseau s'est donné donc pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des populations du Burkina Faso puissent d'une certaine manière jouir de leurs droits en matière de protection sociale. Le réseau Inspire Burkina existe depuis 2014. Il est constitué de 5 organisations de la société civile et de 2 syndicats de travailleurs. Hors de chez nous, 1000 soldats rwandais sont envoyés au Mozambique pour prêter main forte. Une collaboration dans le cadre de la lutte contre les groupes armés. Les soldats rwandais seront rejoints par des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe pour une mission de 3 mois renouvelable. 1000 soldats rwandais ont été envoyés au Mozambique ce samedi. Les forces armées viennent aider le pays à combattre des groupes armés islamistes qui ont poussé près de 700 000 habitants du nord du pays à fuir la région. L'intervention rwandaise arrive alors que les attaques s'intensifient dans la province de Cabo Delgado. L'objectif de cette mission est basé sur une demande du gouvernement du Mozambique à celui du Rwanda pour aider à soutenir la conduite des opérations militaires, y compris les opérations de sécurité, de stabilisation, ainsi que la réforme du secteur de la sécurité. L'insurrection commencée en 2017 s'est intensifiée l'année dernière. Les groupes armés tiennent le port de Mochimboa da Praia depuis août et ont attaqué à plusieurs reprises le centre stratégique de Palma. L'opération n'est pas spécifique dans le temps, elle est spécifique à la mission. Donc nous allons d'abord terminer notre travail et ils détermineront quand partir. Le 15 juillet, les soldats rwandais seront rejoints par des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe pour une mission de 3 mois, potentiellement renouvelable. En juin, l'organisation a alloué un budget de 12 millions de dollars américains pour cette mission. Et cette nouvelle triste avant de nous quitter, nous apprenons ce jour le décès du docteur Weta Claude Roger. Enseignant-chercheur à la retraite, il fut un ancien secrétaire exécutif du RENLAC. Le professeur Weta s'en est allé à l'âge de 69 ans des suites de maladies. Nos pensées à ses proches et à sa famille. Et voilà qui referme cette édition et avec elle une semaine de présentation. Le 20h de cette semaine, piloté de main de maître par Moussa Saint-Poré à la réalisation et ses équipes, à qui je dis un grand merci. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles pour les reportages. On se dit à très bientôt sur la RTV. Bonsoir.